Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler télévision. Il y en a plein derrière moi, c'est nickel. On est dans un magasin spécialisé dans la télévision. C'est ça, Bonjour. monsieur Quentin? Tout à fait, oui. On est spécialisé dans l'audio, la vidéo et également les systèmes de vidéoprojection et les systèmes home cinéma. On va être un peu en mode interview, discussion, parler des télévisions actuelles, des technologies, de l'avenir et parler un petit peu du passé, comparé à avant, un peu comment c'était par rapport à aujourd'hui sur différents aspects. C'est déjà un bon programme. Aujourd'hui, on va parler de télévision dans le haut du panier. On va parler de haut de gamme majoritairement, vu qu'ici on vend majoritairement du haut de gamme. Donc on va pas parler de télé en dessous des 1000 euros, dirons-nous. Dirons-nous, pour faire simple, ça dépend de la taille, mais oui, pour faire simple, on va dire ça. On parlera des télés pour les gens qui sont prêts à mettre un budget pour profiter pleinement de sa télévision et l'utiliser plus qu'une heure dans la semaine. Oui, c'est sûr que mettre 1000 euros dans un écran pour une heure de visionnage, c'est moyen. Donc, soyez prêts à avoir des chiffres élevés dans le prix des télévisions dont on va parler. C'est normal. J'ai acheté une télévision ici, sous tes conseils. Il me semble, oui. Très mauvaise télévision d'ailleurs, je suppose. Exactement. LG OLED 65C2, si ma mémoire est bonne. Exactement. Donc oui, l'un des pires téléviseurs du marché actuellement. Exactement. Pourquoi tu m'as fait acheter cette télé d'ailleurs? Eh bien parce que ça collait à tes besoins, ça collait au budget, ça collait en fait presque à tout niveau. La seule chose qui faisait défaut sur ce produit, comme toujours, c'est la partie audio que tu as complétée par la suite, il me semble, Oui. avec une barre de son Samsung, la HWQ990, ça devait être la B je pense, vu que tu as le C2 et non Ouais. pas la C. Pourquoi est-ce que l'audio d'un téléviseur n'est pas à la hauteur de sa qualité d'image? Parce que c'est tout le problème. Quand on regarde un film, quand on regarde une série, c'est un ensemble. Une très bonne image avec un son de mauvaise qualité, c'est pas très intéressant. Et vice-versa. Les téléviseurs aujourd'hui sont, de par leur technique, assez fins, qui ne permet pas d'insérer des haut-parleurs de grande qualité ou de très grande taille, ce qui fait que le côté technique va nous bloquer. Ça, c'est le premier point. Il faut développer des technologies spécifiques qui ne soient pas très épaisses pour pouvoir avoir le côté de l'esthétique du produit qui plaise, parce que l'OLED, par exemple, ce sont des écrans qui sont extrêmement fins, et ça, esthétiquement, on dira ce qu'on voudra, mais ça plaît beaucoup, et c'est normal. Oui, par exemple, c'est plus fin que mon doigt. L'écran, chez moi, que j'ai. Ouais. C'est assez C'est impressionnant. impressionnant, ouais, de se dire... Donc on a une partie un peu plus basse qui est en général la partie de l'électronique, qui est un peu plus épaisse, et c'est là où se trouvent les haut-parleurs. Mais pour garder donc une certaine cohérence, on ne peut pas mettre un écran tout fin sur la partie supérieure et une énorme bosse en dessous, parce que ça ne plairait pas forcément et ça ne serait pas très joli. Donc le premier point, c'est l'aspect technique, qui va poser un problème. C'est le côté du budget, le deuxième point. Parce que le budget, pour un système audio de grande qualité, il y en a dans les Sony, par exemple. Les A95L, les A80L sont remarqués pour leur qualité audio. On peut avoir meilleur, la question n'est pas là. Mais si on décortique le budget, par exemple d'un Sony, on se rend compte qu'on va avoir sur la partie téléviseur, hardware, etc., hormis la partie audio sur le hardware, on va avoir un prix qui ne va pas forcément être si éloigné des concurrents comme le C3 ou le G3 cette année. Par contre, dès qu'on va prendre en compte la partie audio du produit, eh bien là, on va se retrouver sur des budgets qui sont de 500 à 1000 euros supplémentaires, qui correspondent grosso modo à la partie audio du produit. Donc en fait, c'est comme si, quand on achète un Sony, c'est comme si on achetait un téléviseur plus une barre de son. Sauf que, pourquoi c'est pas attirant dans tous les cas de figure? Parce que ça dépend du besoin de l'utilisateur, parce que ça va dépendre des effets qu'on veut obtenir, parce qu'un téléviseur, on dira ce qu'on voudra, mais ça reste une voix centrale. On n'a pas, toi, ce que tu peux avoir sur ta barre de son, une barre de son, des enceintes arrière et un caisson de basse. Ce sont des éléments qu'on peut rajouter en annexe. Donc si on met tout ça bout à bout, eh ben, on se retrouve pas très loin sur la partie audio du budget que toi tu as alloué pour la barre de son. Donc cet aspect, il est très important à prendre en compte pour la partie audio aujourd'hui. Et avec la technologie maintenant de ma télévision, qui est l'OLED, qui est une technologie qui est très récente, enfin, est-ce que c'est la meilleure technologie? La technologie OLED est pour moi en effet l'une des meilleures sur le marché actuellement.
Le mini LED est une technologie qui est très prometteur, qui est une technologie à base de LCD LED en fait. Bon, tout ce qui est QLED et compagnie est une évolution du LCD LED. Donc globalement, on pourrait restreindre ça à 2 éléments sur le marché, l'OLED, le LED, de manière générale, qui va intégrer le QLED, le mini LED et tout ce qui s'ensuit. Pour moi, l'OLED, oui, est le produit le plus intéressant et la technologie la plus intéressante. Par contre, il y a un point, l'OLED n'est pas si récent que ça, hein. Les premiers modèles d'OLED, hors de prix, maintenons-le, disons-le, sont sortis de mémoire en 2013. 2013, peut-être 2012, les vrais premiers modèles. Ouais, alors, c'est jeune hein, en soi, mais au niveau de l'électronique, c'est très vieux. Au moment où tu achètes un produit électronique, tu sors du magasin. Il a perdu. Il a perdu beaucoup d'argent. C'est ça. Mais il y a cet aspect, et d'ailleurs, les premiers OLED étaient des écrans Full HD, et non pas 4K, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça s'est généralisé maintenant. Bah oui, aujourd'hui, en tout cas dans le haut de gamme, enfin même je pense dans le milieu de gamme et dans le bas de gamme, c'est compliqué aujourd'hui d'acheter un écran Full HD. Ça doit exister encore pour réduire les coûts et avoir des produits beaucoup plus accessibles. Il y en a très peu aujourd'hui en Full HD. Le coût du 4K est devenu, enfin de la dalle 4K est devenu relativement faible. Bah, c'est tout le concept, hein. C'est pour ça que le LED au début était très cher. C'est que c'était des processus de production assez particuliers, donc on pouvait pas, qui étaient assez onéreux. Donc on ne pouvait pas, en 2013, vendre des produits à 1000 € en 55 pouces. On était sur des 55 pouces qui valaient plutôt 5-6 000 €, oui, ça c'est sûr. Et petit à petit, la production s'est habituée, la demande a augmenté, les fabricants ont réussi à réduire les coûts parce qu'ils maîtrisaient mieux la production, et on se retrouve aujourd'hui, comme des fois au Black Friday, avec des modèles comme le 55C3 qui passent juste en dessous de la barre des 1000 €. Donc là, c'est des bonnes affaires, oui. Pour cette technologie-là, c'est très bien. Est-ce que tu trouves qu'il y a un abus quand on critique le prix d'une télévision? Le problème, c'est qu'à partir du moment où on parle des produits chers, c'est jamais facile. Il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que les écrans n'ont jamais été aussi performants pour des budgets aussi serrés, entre gros guillemets. Des écrans, comme je viens de le citer, il y a quelques années, des 55, à certains moments de l'année, en dessous des 1000 € en OLED, impensable d'avoir ce type de produit. Est-ce que c'est démesuré d'avoir des produits qui peuvent coûter 2000, 3000, 4000, 5000 € et j'en passe, parce que LG a au catalogue un 97 pouces en OLED qui, de mémoire, vaut aux alentours de 20 000 €. Combien? Oui, dans certains cas de figure, c'est démesuré. Après, il faut voir ça comme une passion, comme ça a toujours été pour beaucoup de gens, que ça soit la passion d'aujourd'hui, sur des écrans très onéreux, ou la passion d'il y a 20 ans, parce que les écrans extrêmement chers, ça date pas d'hier. Donc c'est une question de passion, c'est une question de savoir là où on a envie de mettre son argent. Mais c'est surtout que la télévision a pris un engouement. Il y a une télévision dans chaque foyer aujourd'hui. Minimum une même. Minimum une. Alors après, aujourd'hui, il y a un point, c'est qu'on a les smartphones, donc on peut délaisser un petit peu la télé, même si c'est pas exactement la même chose. Mais oui, le marché de la télé est énorme. Mais par contre, le pourcentage de la population qui détient un OLED, alors je vais pas sortir des chiffres de mon chapeau que je n'ai pas, doit pas être si important que ça. C'est vrai que ça reste un marché, non pas de niche, tout de même pas, parce qu'il y a de la vente sur ce type de produit, mais c'est un marché qui est pour des passionnés, qui est pour des gens qui ont un petit peu d'argent à mettre, que ce soit la personne qui a un gros salaire ou la personne qui met de côté pour se faire son petit plaisir. Ça peut être aussi des gens qui aiment jouer aux jeux vidéo. Oui, la dimension gaming. Sur quasiment tous les OLED, c'est du 100 Hz. C'est dalle 100 Hz qui monte à 120 Hz. Et les prochains modèles qui vont arriver pour du 144 Hz. Oui, pour l'instant, ne sert à rien. On est d'accord. Les consoles. Faut pas le dire trop fort. Mais oui, ça ne sert à rien. Les consoles, il n'y a que des gros PC. On en revient là. C'est-à-dire, il faut un gros PC gamer pour pouvoir faire tourner du 144 Hz sur certaines dalles. En tout cas, dans la résolution 4K sur des OLED. Oui, ça s'adresse aujourd'hui aux gamers sans aucun problème, que ce soit de par l'aspect des codecs de jeux vidéo qui ont énormément évolué,
Même on retrouve le petit côté gamer où quand on passe en mode jeu sur les téléviseurs, on a des menus un Oui, petit un peu menu un peu différents, spécifique. qui est là pour le plaisir de l'utilisateur, qui ne Oui. sert à rien lui aussi, mais il Oui. est là et on l'aime. C'est juste visuellement pour vous dire, vous êtes en mode gamer. C'est ça, et vous allez vous régaler, et là c'est un produit un petit peu différent. Mais oui, oui, l'OLED, même le mini LED, euh, peut s'orienter vers une utilisation gaming sans problème. Là où pour le coup, l'OLED, il y a quelques années, c'était plus compliqué avec tous les problèmes de burn-in, donc de marquage d'image. Quand vous laissiez une image trop longtemps sur l'écran, on pouvait avoir des rémanences. Donc en changeant de source, vous pouviez avoir une rémanence de l'image précédente. Ça pouvait arriver, ce qui est aujourd'hui partiellement, enfin, en globalité résolu. Ça peut encore arriver, mais dans la majorité des cas, c'est l'utilisateur qui en est responsable. Majorité des cas, je dis bien. Ça ne veut pas dire que la marque n'est pas sensible quand il y a un problème de ce type qui arrive au niveau du SAV. Aujourd'hui, c'est très compliqué de marquer un écran, donc l'aspect gaming est très présent et il est aussi une partie de la clientèle visée par ce type de produit. Parce que moi, j'ai à la maison une Xbox Series X et j'ai acheté du coup cet écran parce que il était en parfaite, en termes de compatibilité, la console allait très très bien avec le téléviseur. Et du coup, oui, en termes de gaming, ça remplit totalement son travail. Parce que oui, il y a plein de technologies dans la télévision. Il y a le free screen, FreeSync. FreeSync de AMD, AMD. il y a le G5, G-Sync de chez Nvidia. Va y avoir les protocoles VRRR, ALLM, donc VRR pour variable refresh rate, et ALLM auto low latency mode. Donc tout ça pour réduire le problème de fréquence d'image qui sont en effet travaillés, mais bon, globalement il faut garder un truc à l'esprit, c'est que en dehors des petites tailles en OLED, donc en dehors du 42 pouces et du 48 pouces, quand on est sur du 55, du 65, on est plutôt sur des jeux de salon. Donc on est sur une clientèle de gamers qui est différente. Moi par exemple j'ai un 65 à la maison, quand je joue dans mon canapé devant ma télé, ça va être souvent pour des jeux solo, d'histoire, de temps en temps pour des petits jeux de... pas de compétition non plus, mais des trucs genre Rocket League, Call of, Battlefield, Halo, enfin ce genre de jeux un petit peu dynamiques. Mais les vrais, ce qu'on appelle hardcore gamers, entre gros guillemets, eux continueront à jouer sur moniteur, qui vont avoir des dispositions pour le gaming qui sera bien plus orienté. Mais pour le commun des mortels, l'utilisation d'un téléviseur pour le gaming convient très bien. Pas de problème là-dessus. Et en plus, je peux lire des 4K avec ma console. Vaut mieux avoir un bon périphérique vidéo Ouais. pour lire des contenus vidéo à côté. Même si les consoles de jeux sont largement capables de le faire. Vaut mieux privilégier les applications internes des produits, par exemple, pour du Netflix et des choses comme ça. Et pour les applications qui sont non disponibles, avoir des périphériques vidéo type Apple TV, etc., complémentaires. Il n'y aura pas de lien pour les Apple TV, ne vous inquiétez pas. Pourquoi on parle déjà de 8K alors qu'il n'y a rien qui sort en 8K Alors, il n'y a aucune source en 8K. Par contre, certains vidéoprojecteurs sur le marché sont capables de faire du 8K. Beaucoup de téléviseurs le sont, très loin du commun des mortels en termes de prix. Ah bah j'imagine. Et c'est rapport à la taille aussi. Avoir du 8K sur une dalle 42 pouces, ça n'a aucun sens. Donc le 8K, nous on le recommande même pas, c'est les clients qui viennent nous voir en nous disant je veux du 8K. On est réticent à vendre en dessous de 75 pouces en 8K. Pas une question de prix, c'est une question d'utilisation. C'est avoir un 65 pouces 8K, comme ça a été le cas à une certaine époque. L'intérêt est d'autant plus limité de par le fait qu'il n'y ait pas de source, qu'en plus de ça, techniquement parlant, un 8K sur un 65 pouces, ça n'a pas grand intérêt. Tu empêches les clients de faire une bêtise en achetant quelque chose qui finalement ne va pas vraiment leur servir, quoi. Empêche, je sais pas, mais en tout cas, on dit ce qu'on a à dire sur cette chose, sur cette technologie-là, qui est dans l'aspect prometteur, c'est évident, mais C'est encore trop tôt. ouais, il faut attendre quelques années parce que déjà, ne serait-ce que par la transmission. Alors, pour ceux qui ont des smartphones capables d'enregistrer en 8K, je vous propose de le faire, de télécharger votre fichier sur votre ordinateur et de regarder la place qu'il prend. Ou de le regarder directement dans votre smartphone. Vous allez voir que c'est monstrueux. Donc avant que Netflix
même s'ils sont très doués dans la compression de données. C'est pas demain qu'on va vraiment pouvoir obtenir du 8K en VOD dans le monde entier. Parce que le 4K, c'est 24 mégabits par seconde, le nécessaire, il me semble. Le 8K, ça doit être 2 fois ça, grand minimum. Donc bon. Bonjour les serveurs. Voilà. Même si on a tous, enfin, une grande partie de la fibre, même comme ça, c'est compliqué, quoi. Surtout que je me dis, là, faudrait une offre carrément différente. Ah bah Payer ça, plus cher pour avoir accès ouais, bah à... ça, je laisse Netflix le faire, hein, ils l'ont très bien compris ces dernières années, donc bon. Parce que je sais pas combien il y a d'offres Netflix différentes maintenant. Alors, la dernière fois que j'ai regardé, justement pour le magasin, parce qu'on diffuse du Netflix, je crois qu'il y a 4 offres différentes. Mais si tu veux qu'on fasse de la pub pour Netflix, il n'y a pas de problème. Mais il y a. Toum. Exactement. Il y a 4 offres différentes et bien évidemment, le 4K est disponible sur la dernière offre qui vaut, je crois, de mémoire 20 € par mois, quoi. Ce qui est assez cher parce qu'en général, on a d'autres plateformes de SVOD disponibles enfin, en abonnement. Surtout qu'il y en a beaucoup maintenant des plateformes. Oui, il y en a trop. J'espère que la transition sera pas mal, on verra. Mais la 8K, aujourd'hui, c'est ce qui est disponible sur le marché européen, sauf qu'il y a déjà des moniteurs qui sont disponibles en 32K. Mais il fait quelle taille l'écran là? Ah, on me demande pas. Là on est sur du 3-4 mètres. Ah, j'en sais strictement rien. Je sais, de mémoire avoir lu un article, mais c'était sur des tests réalisés en labo, donc Ouais. ça va C'est juste arriver. pour annoncer, regardez, on peut le faire. C'est exactement ça. C'est de la vitrine technologique. Enfin, là, c'est même pas de la vitrine technologique parce que c'est des labos, donc c'est des tests. C'est comme récemment où il y a des gars, je ne sais plus où, je crois que c'est au MIT, sur de la fibre optique, ils ont réussi à passer du 40 térasecondes de données, ce qui est monstrueux, mais qui est dans la vie de tous les jours aujourd'hui ne nous sert pas à grand chose. Enfin, Déjà que tout le monde ait la fibre et après on verra. Mais bon, dans l'idée, la 8K est en effet, la 8K est une technologie qui va être intéressant à l'avenir, mais comme toute technologie aujourd'hui dans un monde électronique informatique comme le nôtre, qui évolue trop vite. qui est exponentiel, malheureusement, on a déjà accès à des technologies pour lesquelles on ne peut pas tirer complètement parti. Par contre, c'est intéressant sur d'autres aspects, c'est que ça oblige les fabricants à bien travailler certains aspects de leur téléviseur pour qu'une image 4K sur un écran 8K ne soit pas dégueulasse. Ce qu'on appelle l'upscaling. Et c'est très intéressant parce que... C'est quoi l'upscaling? c'est comme si... Alors l'upscaling, c'est en fait, vous prenez une image et vous essayez de l'incorporer dans un tableau plus grand. L'upscaling, en fait, c'est vous prenez un coin de cette image et vous l'étirez pour qu'elle couvre tout le tableau. Si vous faites ça de manière lambda avec n'importe quel type de processus, eh bien en fait on va se retrouver avec des images qui vont être étirées, un peu comme si on met un fond d'écran qui ne correspond pas à la résolution qu'on a. Voilà. La résolution va l'upscaling va permettre de mettre à l'échelle cette image par rapport à la résolution de votre écran. La 8K va permettre de mettre en concurrence les technologies de façon à ce que leur écran 8K soit tout aussi beau, voire plus que des écrans 4K, avec des résolutions 4K. Et avec des meilleures technologies à l'intérieur pour vraiment... Pour tout mettre à l'échelle, c'est ça. Mais le 8K est avant tout une vitrine technologique aujourd'hui pour dire on sait faire. Il y a certains contenus qui sont disponibles en 8K, mais c'est souvent sur de l'IPTV, ce genre de choses dont je n'ai pas le droit de parler vu que c'est illégal en France. Cette année, on a eu des mini LED et des OLED transparents. LG, il y a quelques années, avait démontré la gamme Roller, qui n'est pas commercialisée en Europe, qui est un OLED qui s'enroule complètement dans un meuble. Parce qu'il y a plein de télés différentes et pas juste un écran simple comme ça. Chez LG, il y a plein de gammes différentes dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Il y a le wallpaper aussi, qui est un écran souple, comme une feuille. Ouais. Donc ça, c'est plutôt de la vitrine technologique. Le 8K, ça l'était à une époque. Aujourd'hui, ça ne l'est plus tellement, parce que c'est une technologie qu'on maîtrise. On sait la faire, on sait la fabriquer dans des tarifs raisonnables. Ceux-là, ils étaient énormes, hein. Donc, c'est plus vraiment de la vitrine technologique. C'est l'aspect de ce que le marketing... Ce que je déteste, ce que le marketing aime bien dire, c'est du premium. Parce que l'OLED d'un écran à 2000 balles n'est pas du premium. Hein. Non, non, pas du tout. Il faut dépenser entre 7 et 10 000 balles pour avoir du premium. Voilà, ça c'est du 8K. Si on a le budget pour acheter un 8K, il vaut mieux acheter un 4K très haut de gamme, en très grande, avec un très bon son possible, mais surtout en très grande taille, plutôt que de se dire je vais restreindre la taille pour acheter du 8K. Parce que là, ça serait antinomique au possible. Mais sinon, c'est ce qu'il faut faire. Si vous n'avez pas le budget, il vaut mieux acheter plus petit avec une meilleure qualité qu'acheter plus grand et avoir une qualité inférieure.
comment dire, il y a un peu des théories du complot Où va cette vidéo? autour des télévisions. Comme pour l'histoire des téléphones, où il y a un micro sur le téléphone, du coup on nous écoute. Ah, je vois où tu veux en venir. Maintenant les téléviseurs, on a des micros pour les commandes vocales, etc. Et il y a même des gens qui disent qu'il y a des caméras dans les télévisions qui nous filment. Qui nous filme, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des caméras dans les télévisions? Oui, et ça date pas d'hier. Pas dans toutes. Par contre, Mais les clients sont au courant qu'il y a une caméra dedans. ah bah bien sûr, parce qu'elle n'est pas branchée, donc il faut la brancher. Donc Oui. voilà. Sous la dalle avoir des caméras, je vois mal l'idée, mais bon, pourquoi pas. Mais les webcams sur les téléviseurs, ça ne date pas d'hier. Samsung avait sorti des modèles, et peut-être d'autres, ça c'était avant que je travaille dans le domaine de la télé, je ne suis pas forcément au courant, mais avait sorti des écrans, des téléviseurs avec des webcams intégrés, qui permettait notamment, avec un partenariat, ils avaient une application avec Skype. Ils ont donc essayé d'acheminer ça sur le secteur de la télé. Parce qu'en soi, c'est vrai que c'est intéressant dans l'absolu d'avoir, au Covid, on aurait bien aimé avoir ça, Ah bah oui. pour les réunions et compagnie, c'est très utile pour ceux qui peuvent faire du télétravail. C'est très utile d'avoir sa télé et sa webcam, et on a son PC à côté pour bosser sans avoir une vignette qui se balade partout avec la tête de quelqu'un. Ça aurait été marrant. Mais dans l'absolu, Sony a repensé un peu le truc. C'est-à-dire que la webcam de Sony est une webcam qui peut également jouer de télécommande de gestuelle. Alors, on en pensera ce qu'on en pensera. Moi, je ne dis pas que c'est gadget, je ne dis pas que c'est très utile. C'est une technologie comme une autre. Ça peut être utile à certains égards. Notamment, on n'a plus forcément besoin de toucher la télécommande de son téléviseur quand on se lève et quand on va se coucher. Parce que la caméra détecte que vous n'êtes plus devant, donc elle s'éteint. Enfin, le téléviseur s'éteint. Après, pour ceux qui sont un peu stressés vis-à-vis des caméras, dont je fais partie, vous avez vu, je suis devant une caméra. Libre à vous de ne pas la brancher, c'est l'avantage. Les Samsung à l'époque, en effet, la caméra était dans le châssis, pour certaines gammes. Et là, c'était plus compliqué. Mais les Sony, c'est une caméra... Bah, nous d'ailleurs, on a derrière toi un A95L, et il n'y a pas de caméra dessus, parce qu'on l'a pas sorti. Trop risqué avec les clients qui touchent à tout et tout. Donc, non, non, voilà. Après, bon, les micros dans les télécommandes, bah, des micros aujourd'hui, il y en a partout. Les assistants vocaux, il y en a partout. Certains trouvent ça utile, d'autres non. Tellement d'avis là-dessus. L'avantage, c'est que tout le monde peut faire un peu comme il veut, sauf avec les micros dans les télécommandes, parce qu'ils sont pas forcément désactivables. Ils le sont dans les paramètres de la télé. Ouais. Après, si on est complotiste jusqu'au bout, oui, ils peuvent certainement allumer votre caméra ou votre micro à distance, oui, ça c'est sûr. Mais bon, qu'est-ce que ça change? Allez, la question. Ah ouais? Vas-y, dis-moi, par exemple, en dehors de la folie des caméras. Il y avait une histoire de la télé qui scannait la pièce dans laquelle les gens barraient. Ah ouais, donc dans leur écran qu'ils ont acheté à 2000 €, il y a un Il y a scanner virtuel. Ouais, ouais. Enfin, pas à ma connaissance. Et pourtant, on les connaît bien, ces produits. Donc, moi, je le vois quand j'ai des clients qui se prennent le chou en hésitant entre deux téléviseurs très haut de gamme, en se disant je sais pas lequel des deux est le meilleur, etc. Parce que moi, je suis en face et je leur dis non, mais les deux produits sont géniaux, vous serez pas déçus. Et ils me disent mais quel est le meilleur? Je dis ben, ils sont presque identiques dans l'absolu. Donc, je peux pas en toute mon âme et conscience te dire bah c'est lui le meilleur. On n'a pas de liste avec ce qu'on doit vendre impérativement. Chaque produit apporte son lot, mais certains oui se montent complètement la tête. Je leur dis mais détendez-vous, c'est un produit de plaisir. Mais il y en a qui se stressent vraiment l'esprit pour ça, parce que c'est une somme d'argent, ils n'ont pas envie de se tromper, je comprends tout à fait. Il y a un moment où aujourd'hui les écrans, et d'ailleurs si on les regarde, nous, il y a une raison pour laquelle on a décidé de diffuser du Netflix identique en termes de source sur tous les téléviseurs, c'était justement pour que l'utilisateur puisse voir la différence. D'autant plus que, là vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais on a des petits timbres postes, donc des 32 pouces là-bas, donc on est obligé de caler l'image sur la résolution la plus basse. C'est-à-dire que là, ce qui est diffusé partout, c'est du Full HD. C'est du Netflix en 4K, qui est descendu en Full HD par le lecteur vidéo, et qui après passe par 3, 4, 5 switches vidéo différents pour avoir l'image identique partout, donc on a énormément de déperdition. Il y a des différences entre les produits, c'est sûr, c'est très limite. C'est aujourd'hui, faire un mauvais choix dans le secteur du haut de gamme en télé, bon, c'est possible, mais il faut vraiment se planter à tous les niveaux. Peut-être acheter sa télé sur AliExpress. Mais oui, aujourd'hui, il faut regarder un minimum, il faut essayer de se déplacer dans les showrooms pour voir.
Mais le seul problème, c'est que la majorité des showrooms, c'est des images de démonstration. Ouais. Mais elles sont magnifiques, hein, leurs images de Qui sont conçues par les marques pour les produits. pour leurs produits. Ouais. Et ça fausse un peu le jugement. Et c'est pour ça que le 8K est magnifique. On avait un écran 8K à une époque avec un meuble 8K complet. Et on avait une image de démonstration 8K. Forcément, on la mettait parce que c'était le 8K. Ouais. Là, nous, l'idée n'était pas de rentrer dans un produit, dans une comparaison de produits. C'était un produit perdu à 10 000 euros à côté de produits à 1 000 euros. Bon, c'était pas le best-seller de l'année et on voulait pas ça. Premium. Voilà. Alors là, à l'époque, c'était la vitrine technologique, parce qu'on l'a eu au tout début. J'arrêterai de te contredire. Donc on avait mis les images de démonstration 8K, justement, pour la vitrine technologique, pour dire, regardez ce que ça donne le 8K. C'est vrai que c'est époustouflant, hein. C'est magnifique le 8K. Mais jamais, même quand le 8K sera disponible, jamais on aura une source de la même qualité que ça. Moi, je pense aux pauvres gars qui ont acheté leur 8K en disant c'est la meilleure technologie du monde, et qui ont regardé leur match de foot quand il y avait la Coupe du Monde en Russie ou quoi que ce soit, où les caméras étaient dégueulasses. Ah, ça Vous pouvez voir les pixels. Voilà, il y avait les saccades. Ouais, je ne veux même pas y penser. J'en fais des cauchemars. Ouais. Non, mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de mauvaise décision dans le marché de l'OLED, que ce soit du Panasonic, du Sony, du LG, du Samsung, voire même du Philips. Dans le marché du mini LED, là, c'est un petit peu différent parce que chacun a sa propre technologie. Le LED, faut pas oublier que c'est avant toute chose LG qui détient le brevet. Il y a Samsung depuis 2 ans maintenant sur le marché. Donc le haut de gamme, donc celui qui est derrière toi, c'est une dalle Samsung. Celui qui est un peu plus à gauche, je ne sais pas si on la voit sur les vidéos, c'est une dalle LG. Bon, bah tant pis. Mais donc les deux gros fabricants de LED du marché aujourd'hui, c'est des Coréens. C'est les deux plus emblématiques, c'est LG et Samsung. Les technologies d'image entre toutes les marques sont forcément toutes très proches vu que c'est les mêmes bases. Après, on a le processeur vidéo, on a le traitement de l'image qui diffère d'une marque à l'autre. Le mini LED, c'est différent. Le mini LED, on peut avoir des brevets qui sont détenus par une marque, un autre brevet chez quelqu'un d'autre. Et donc là, on peut avoir des disparités parce qu'on n'a pas la même manière de travailler la dalle ou la technologie. Et donc là, c'est un petit peu plus compliqué quand on veut du mini LED. Ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise technologie. Ça veut juste dire qu'il y a une offre qui est beaucoup plus conséquente. Et là, du coup, veut dire une recherche un peu plus complexe. Enfin, bon, de toute façon, les Chinois vont arriver, ils vont tous nous bouffer, c'est tout. Non, mais c'est vrai, hein, quand les OLED vont arriver de marque chinoise, sous enseigne, donc sous usine chinoise, on aura des prix qui seront extrêmement bas. Je suis pas pour, hein. Moi je préfère que les prix restent hauts, je suis vendeur. Mais c'est vrai, d'ici quelques années, on verra, je pense, les prix de l'OLED chuter avant qu'ils sortent une nouvelle technologie emblématique. C'est un peu de la concurrence déloyale, non? Je laisse le soin à nos responsables politiques du commerce extérieur de répondre à cette question. Commerce déloyal, je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas la même manière de fabriquer, c'est pas la même manière de travailler. Donc la qualité, alors s'il y a un point sur les téléviseurs où ça peut différer, c'est la qualité de construction. Les produits Sony, ne rêvez pas, les produits en Europe ne viennent pas d'usines japonaises, hein. Ils sont assemblés quelque part dans les pays de l'Est. Mais par contre, leur processus de création, il est pensé par des Japonais. Donc il est pensé dans une certaine culture, que pour Samsung et LG qui sont coréens, Panasonic qui est japonais, a aussi sa manière de construire. Pour moi, les produits les mieux finis sur le marché, là il n'y a pas photo, c'est Sony. Mais par contre, ils ont intérêt aussi à avoir les produits les mieux finis, étant donné que ce sont les plus chers. Donc c'est là où c'est à double tranchant aussi. Ouais. Ça ne veut pas dire que le téléviseur durera plus longtemps, mais ça veut dire que la qualité de finition joue également. D'ailleurs, tu avais un problème de qualité de finition, toi, il me semble. Pour l'histoire, j'achète ma télé, je l'ai chez moi, je l'ouvre, j'enlève les cartons, tout ça, etc. Bidou, enfin, je construis le pied parce qu'il y a des trucs à assembler, machin, etc. Je pose ma télé sur le pied et ma télé, elle fait ça. Et en fait, il y avait quelque chose qui n'avait pas été vissé. Ah bah je sais pas, hein. Moi tu m'as appelé, je te dis qu'est-ce que t'as fait encore. T'as bien serré les vis, oui. Ah bah il y a peut-être un problème. Et oui, c'était un problème d'usinage. Et c'est le problème avec les produits d'usinage, c'est que ils sont pas tous expertisés à la sortie d'usine. Ils en prennent un par lot une fois de temps en temps, mais c'est normal. Après bon, on est là pour répondre aux problèmes. Mais oui, c'est l'aspect qui fait que. Mais bon, ça arrive chez tout le monde, ça. Mais la télé fonctionnait super bien. Ah oui, la télé était penchée, elle était pas droite, mais elle fonctionnait nickel. Bah oui, c'est la structure qui a un problème, c'est pas l'électronique. Oui, c'est ça, c'était pas du tout électronique. Mais du coup, ouais, c'était assez marrant de. Ah, c'est vrai que. Ça tombe sur moi, quoi. Ouais, en plus, on a dit la marque en début de vidéo. Donc, ouais.
Suffit que le commercial tombe dessus, il va m'appeler, tiens. Appeler ça l'instant pub, mais pourquoi acheter dans une petite boutique L'intérêt d'acheter dans une structure, dans un magasin spécialisé, dans une structure spécialisée, c'est qu'on a souvent affaire à des passionnés, à des gens qui vont connaître leur métier, qui vont connaître leurs produits, et qui vont en général recommander les produits qui conviennent vis-à-vis des besoins de l'utilisateur. et qui accepterait gentiment de répondre à des questions Ouais, par sur exemple. le sujet? Tout à fait. C'est un moment de partage parce qu'on aime ça. C'est vrai que si, je sais pas si tu vas avoir une grande enseigne, si ça match. Ou alors tu t'appelles, t'es un grand youtubeur et dans ce cas de figure, oui, Là, c'est une grosse publicité C'est ça. déguisée. on est d'accord. Moi, je peux dire des conneries, ça peut m'arriver, mais en général, je fais attention et je me corrige si c'est le cas. On est humain après tout. Exactement. Mais dans l'absolu, on est en général. Alors, contrairement à ce que les gens peuvent penser, là je vais parler pour notre structure à nous, on est très bien placé en termes de prix. Parce qu'on a beaucoup de clients qui rentrent en disant mais vous êtes assez concurrentiel, moi je pensais que vous étiez beaucoup plus cher, etc. À ce moment-là, je leur dis mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on serait beaucoup plus cher? Il n'y a pas d'intérêt à être beaucoup plus cher. Les magasins spécialisés, dans la majorité des cas, ils sont très bien. Ce sont des gens qui sont fabuleux. euh, que je préfère fréquenter quand je dois acheter quelque chose, par exemple de l'électroménager. Nous, on ne fait pas d'électroménager. Eh bien, entre une structure comme la nôtre qui fait de l'électroménager et une grande surface, je vais préférer aller vers la structure spécialisée. Par contre, et ça dépend de la taille de la structure, et nous, on est en plein cœur de Paris, donc la taille physique, je veux dire, n'est pas forcément très importante. Donc nous, on n'a pas toujours tout en stock. Mm. C'est le problème face à des mastodontes qui vont avoir des entrepôts de stockage de 2000 m², par exemple. Donc nous, on est un petit peu plus lent à la détente quand vous voulez acheter un truc sur certains produits bien spécifiques, mais on a en général tout qui va bien là où il faut. On a le conseil, on a le prix, on répond, parce que je ne sais pas si vous avez déjà envoyé des mails à des marques ou à des revendeurs assez gros. Pour avoir une réponse, il faut se brosser. Parce que toi, tu as eu un problème. Alors, on avait échangé ton produit, il me semble. Ouais. L'échange avait pris un petit peu de temps, de mémoire. Je pense en tout, il a dû s'écouler 2 semaines, même pas. Ouais, mais tu t'en souviens pas des masses parce que toi, tu as pas eu de problème au niveau de la qualité. Enfin, ton produit fonctionnait, donc Oui, tu c'est pouvais ça. l'utiliser. Ouais, mais pour un utilisateur, un client qui reçoit un produit qui ne s'allume pas, par exemple, là, c'est plus compliqué. Quand il appelle et qu'il me dit, ouais, il y a un problème, etc., on lui dit, on va l'échanger directement. Avec l'accord du fournisseur, avec l'accord de la marque. Mais donc le client est très content vu qu'on va résoudre son problème. La seule chose, et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, et bah quand moi j'ai pas de stock, alors ça va, parce qu'on peut résoudre le problème assez rapidement. Sauf que des fois, moi j'ai pas de stock, mais la marque n'a pas de stock. Mm. Et la marque, la division européenne, n'a pas de stock non plus. Donc là, tu es en train de te dire, ah, merde, il va falloir que j'appelle le client, que je lui dise, monsieur, votre problème, on va le résoudre, mais Changer de télé. il y a 3 4 semaines de délai, quoi. Ouais. Ça, c'est compliqué. Mais c'est notre job de répondre à ça et d'être là et de répondre à ce problème. Mm. Donc, on n'a rien à envier aux grosses structures. Je bosserai jamais dans une grosse structure telle que les magasins spécialisés. 1, 2, 3. Tu viens de te... Ouais. Alors là, celle-là, elle était belle. Mais ça va, parce que j'ai dit grosse structure, après j'ai dit magasin spécialisé. Donc, ça va pas ensemble. Non, ça va pas ensemble. Je bosserai jamais dans une grosse structure parce que c'est pas du tout la manière dont j'ai envie de faire du commerce et le temps que je veux passer avec les clients. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, hier j'ai un client qui est venu pour faire une très grosse install home cinéma, enfin pour deviser, pour réfléchir, etc. Et j'ai passé 2h30 avec lui. Tu viens me voir, tu me dis que tu as 300 € de budget, que tu as envie de voir, que tu envie de faire un super système home cinéma. Je te dis oui, je suis d'accord avec toi. Sauf que je vais répondre 2 choses. Alors, je le réponds beaucoup plus gentil que ça, hein, mais je dis t'es pas au bon endroit, parce que nous, ce type de matériel, on ne le distribue pas. Et je dis aussi que, alors je le dis pas ouvertement forcément, mais faut pas oublier une chose, c'est que on reste une structure commerciale. Le temps, ça reste de l'argent. Je veux bien passer 2 3 heures avec quelqu'un, mais il faut derrière que moi j'ai un retour sur investissement aussi. Je dis ça pour les gens qui appellent les magasins en ayant des questions. Les magasins répondent à leurs questions et après les clients ne donnent pas suite.
Moi, j'ai des clients déjà qui ont annulé leur commande pour 20 balles d'écart. Et je leur ai dit, mais excusez-moi, mais vous ne trouvez pas que le fait qu'on soit disponible, qu'on réponde directement à vos questions, qu'on ait passé du temps ensemble sur votre projet, vous ne pensez pas que ça vaut 20 balles? Ah non. Non, non, vous n'avez pas le meilleur prix, j'achète pas chez vous. Eh ben, j'aurais pu m'aligner. Je l'ai pas fait juste par orgueil. C'est dommage pour moi aussi, j'ai perdu une vente. Oui. Mais bon, nous ne sommes pas à une vente près. Nous, on a l'aspect humain, chose que les grandes structures n'ont pas. Une grande structure, c'est en général les salariés, bon, ils ont des noms, ils ont des prénoms évidemment, mais Soit il est interchangeable. voilà, soit il a une rentabilité, soit il l'a pas. Ouais. Nous, on n'est pas comme ça. On a une spécialité, on connaît notre métier. Jamais personne n'est indispensable dans la vie, faut pas penser ça. Mais par contre, on a une valeur technique qui est très importante. Oui, les connaissances. Pour nous et pour les clients. Moi, quand je suis arrivé dans ce métier, c'est vrai que j'ai mis une petite année avant de m'occuper de mes premiers projets, parce qu'il y a des tas de choses à prendre en compte, il faut bien connaître tous les codecs, il faut bien connaître tous les contenus audio-vidéo. Quand je parle de projet, je parle de vrais projets, de salle cinéma de A à Z, d'environnement vraiment particulier, que ce soit en très haute fidélité ou en home cinéma. Mais c'est un plaisir en plus de le faire. Parce qu'on construit... Bon alors, c'est pareil, hein, j'ai des clients qui ont des budgets que j'aurai jamais. Donc, on construit des systèmes qu'on aurait envie de se construire Ouais. avec le client et c'est terrible, c'est génial comme façon de faire. Mais bon, c'est la haute technologie, c'est du high-tech et c'est une section du high-tech qui est assez intéressante. Le seul cancer de ce secteur, c'est les clients. Si tu diffuses ça, fais attention. Quand je suis venu ici, quand j'ai posé des questions, j'étais très bien reçu. Je suis content de tous les achats que j'ai faits, que ce soit la télévision, que ce soit l'audio, que ce soit le casque aussi que j'ai acheté. C'est vrai. C'est cool d'avoir affaire à des gens qui sont passionnés, comme la petite boutique Metaluna Store où j'ai tourné aussi une vidéo qui sortira bientôt. C'est ça, mais sur aussi une petite structure c'est dommage de voir des magasins comme ça, d'en voir de moins en moins. Il y a- De petites structures. Il y a pas mal de structures au niveau de la France, de magasins comme les nôtres. Alors, nous, on est spécialisé vraiment dans l'audio et la vidéo. Il y en a certains qui vont faire audio, vidéo, électroménager. Il y en a d'autres qui vont être spécialisés dans l'intégration, etc. Alors, déjà, je parle pas pour tous les magasins de ce type-là en France, loin de là. Mais moi, la plupart des magasins que je fréquente, souvent, ce sont des magasins qui sont spécialisés dans le haut de gamme. La raison est très simple. C'est que pour faire du bas de gamme ou pour faire du milieu de gamme, il faut faire de la quantité. Faire de la quantité, ça suppose avoir du stockage, ça suppose avoir un circuit de clients très important, parce que si c'est pour acheter 50 téléviseurs et que tu as 25 clients, c'est sûr qu'ils vont les prendre, tu en as quand même 25 sur le dos derrière. Donc nous, c'est pas notre optique. Nous, on est en flux tendu, la majorité des magasins comme les nôtres le sont aussi, à leur échelle, hein. Il y a des structures plus grosses que les nôtres, donc ils ont un stockage tendu, entre guillemets, qui est plus important. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le bas de gamme, le milieu de gamme pour des magasins comme les nôtres, c'est pas très compliqué. On pourrait le faire, mais c'est pas là-dessus qu'on va payer le loyer, c'est pas là-dessus qu'on va payer les salaires. Donc, si on fait pas de la quantité, donc autant travailler un peu moins, mieux. Mais le seul problème, c'est que forcément, il y a une clientèle, quand elle rentre ici, elle se sent exclue. Et ça, c'est un problème, parce qu'on ne peut pas faire de miracle. Moi, tu sais, on ne fait pas de paiement plusieurs fois ou quoi que ce soit. Et j'ai un de mes collègues, je lui ai piqué son expression d'ailleurs, quand les clients demandent si on fait des paiements plusieurs fois, il dit bah non, on n'est pas banquier. C'est pas notre métier, c'est pas notre secteur, même si on pourrait engager une structure pour le faire à notre place. Les 3 fois, 4 fois sans frais, c'est jamais sans frais, hein. C'est juste que vous les payez pas, les frais, c'est tout. Oui, c'est la structure derrière. Oui, donc alors, est-ce que c'est des... On est en train de se renseigner pour essayer d'obtenir ce type de paiement, parce que c'est de plus en plus demandé, plébiscité, et même par les personnes qui ont de l'argent. Donc, nous aussi, on va y venir à un moment donné. Mais on essaye, nous, toujours d'être les mieux placés sur le marché. Là, s'il y a des concurrents qui voient cette vidéo, ils vont me sauter à la gorge. Mais on essaye d'être très bien placé sur le marché, on essaye de bien faire notre job.
Oubliez pas les magasins spécialisés parce que c'est important pour plein de choses et ça va vous apporter une expérience assez intéressante aussi si vous êtes enclin à écouter, pas comme beaucoup de personnes à venir et à nous apprendre notre métier parce que ça existe aussi. Oh oui. Mais on apprend, attention, on apprend aussi de certains de nos clients, évidemment, qui sont très bien renseignés sur le sujet, qui vont dans des endroits où nous, on n'a pas forcément le temps d'aller, qui nous rapportent des informations. Ça arrive que des clients me contredisent une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, ils ont raison à mon grand étonnement, mais on en apprend tous les jours. Qu'on soit spécialisé, qu'on soit passionné. euh, bon, en général, le client qui n'y connaît rien ne va pas m'apprendre quelque chose sur le secteur de l'audio et de la vidéo. En tout cas, ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Et là, je me poserai des questions sur ma capacité à connaître mon métier. Mais non, non, c'est un vrai plaisir ce type de structure. Moi, j'aime beaucoup et c'est très proche, c'est très humain. Des belles paroles pour la fin. Ouais, je pense que c'est la fin. Et encore merci Ben, je t'en prie, ça me fait de plaisir. pouvoir discuter de tout ça et de discuter d'autres sujets dans d'autres vidéos, sûrement. Peut-être, on verra ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, vous pouvez le faire encore. Vous pouvez laisser un commentaire. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye, Cachoun.